Quand j'étais encore au gymnase de Bienne, à l'âge de 16 ans, j'ai découvert Georges Lefebvre. Drôle de nom, avec un V. Et son importance selon Peter Burke, Writing History, pour l'histoire de l'historiographie. Le titre m'intriguait, La Grande Peur. Mais les thermidoriens, le directoire, etc., ces termes me semblaient également étranges. Lire un livre en entier en français, c'était encore une grande tâche. J'ai jamais fini par le lire. Je me souviens d'avoir vu son recueil de sources. C'est important pour comprendre ces 7 jours, écrits par Emmanuel de Varesquiel. Il me semblait que certainement, tant de décennies plus tard, ça ne valait plus la peine de la prendre sous la loupe, quand d'autres l'auraient déjà fait. Les pages sur Wikipédia, sur la Révolution française, m'apprenaient encore plus qu'en fait on manquait d'une focalisation diligente en ce qui la concerne. Il est encore plus surprenant de voir la traduction d'un journal hyper important pour l'histoire de la Révolution française, de Gouverneur Morris, apparaître chez Droz, édition genevoise, à partir de 2018, en 3 volumes. Pendant que, en fait, une édition en anglais, elle reste à faire. Prenons pour base The Gouverneur Morris Online Diary. Les archives sont à New York, Columbia University, et puis une chercheuse a mis ensemble elle a réédité, mais seulement en ligne. Il n'y a pas de volume comme ça qu'on peut feuilleter, qu'on peut annoter, qu'on peut aller dedans, et qui n'a en fait finalement pas encore d'annotation où quelqu'un peut simplement commencer à le lire et comprendre de qui il parle. C'est Gouverneur Morris. Puis à mon avis, il faut encore une sélection politique de ce journal. Comme je l'ai fait moi-même pour les mois de juin-juillet 1789 sur mon blog. Et ça accompagne parfaitement les 7 jours. C'est pour ça que je l'avais fait. Parce que, en fait, tout ce travail d'historien, avec une source en parallèle qui relève beaucoup, j'en parlerai. Si Varesquiel n'est pas allé assez loin, pourtant, il fournit les bases pour comprendre la Révolution en tant que changement de la Constitution qui a pour condition préalable un changement des esprits. Il faut pouvoir s'imaginer une constitution sans roi. Gouverneur Morris, le 12 juin, il note que les esprits sont très attachés au roi, à la personne du roi. Quelques jours après, il doit admettre que le roi a perdu la sécurité de la population, de sa popularité. Pourquoi ? La particularité des révolutions totales, c'est qu'on pouvait s'imaginer mieux. On ne voulait plus faire d'excuses pour la monarchie. Il prétend que Necker aurait pu devenir l'auteur d'une nouvelle constitution. Il y a beaucoup de choses positives à dire sur Necker, on le verra. Je lirai 2 extraits de son journal en français. Et il aurait pu sauver la monarchie. Au fur et à mesure, il semble changer d'avis, juste sur ces quelques jours, sur la nature du peuple français. Mais le fondement de sa théorie est fausse, puisque le peuple est changé. Contre le mot du roi Louis XVI, le 23 juin, qui dit justement « le peuple n'est pas changé ». Car il a su penser l'impensable.
grâce aux écrivains qui ont eu leur soutien grâce aux sociétés de pensée. Et grâce aux événements des révolutions corses et américaines, dont on parlait à bout de souffle dans la presse européenne, à Berne, en Italie, en France, bref, en toute l'Europe. À Londres, l'Assemblée nationale, Amsterdam, je pourrais continuer. L'Assemblée nationale a prononcé des solutions à la question de qui règne et sur quelle légitimité, auquel on faisait confiance, qu'il serait meilleur. Toute solution politique appliquée aux circonstances contient une logique qui échappe aux plupart ou à tous les promoteurs de cette solution politique. Essentiellement, c'est de ces effets imprévus et imprévisibles qu'il faut apprendre avec distanciation. Si les esprits ont saisi l'impensable et innové leur constitution, ils ont traversé cette révolution comme somnambules, presque, sans apercevoir les implications de leurs propositions. Vraiment des vrais somnambules. J'ai même pas besoin de le qualifier. Ils n'ont pas eu une idée claire de la liberté. Car leur liberté est une négation conceptuelle des conditions existantes. Elle est expérimentée, en quelque sorte, et n'existe pas encore parmi le peuple dans son ensemble. Les beaux mots ont leur propre logique. En tant que solution au problème du règne, la liberté républicaine peut s'avérer pire que la monarchie. On ne comprend d'après coup si les mots et les solutions sont véritablement beaux. Normalement, s'ils sont repris plus tard, prononcés soit cyniquement ou sincèrement par Napoléon, les libéraux ou encore les socialistes, il faut de toute façon les placer dans un contexte d'un autre programme de loi ou de constitutionnalisme, bon ou mauvais, mieux ou pire. Dans le journal de Gouverneur Morris, il y a des précieuses et perspicaces commentaires sur les personnages de la Révolution, sur ce qui se passe, sur le déroulement. Et il fait aussi parfois des rappels à son propre engagement dans la Révolution américaine. Du coup, là, j'ai trouvé un passage où il commente sur Lafayette. Et on voit très bien Lafayette, les ambitions qu'il a en tant que ce personnage qui survit la Révolution, qui se réintègre un peu dans la vie politique. Il semble toujours s'en sortir. Voilà. De là, vais dîner chez Monsieur de Lafayette. C'est mercredi 18 novembre 1789. Sur le quai du Louvre, j'aperçois le duc de Biron. Si bien qu'il n'y avait pas une minute à perdre. Lafayette arrive longtemps après que nous nous sommes installés pour dîner. Et pourtant, nous ne sommes pas passés à table avant 5 heures. Après dîner, je lui demande ce qu'il a pensé du plan de Necker, etc. Il me dit que l'évêque d'Autun ou quelqu'un d'autre devait proposer un autre plan. Je lui réponds qu'aucun autre homme que le ministre ne peut raisonnablement soumettre un projet, car personne d'autre que lui ne peut connaître de façon satisfaisante tous les éléments indispensables à cette affaire. Ajoute que le gouvernement actuel doit être conservé en l'état, car la récente résolution de l'Assemblée nationale interdit de choisir des ministres dans leur corps. Il affirme qu'il croit pouvoir, pour une fois, former un gouvernement composé de membres de l'Assemblée, à condition qu'il ne nommera point Mirabeau et un ou deux autres. À ce sujet, je remarque que je ne saurais dire si l'évêque d'Autun et ses amis seront assez faibles pour accepter un poste dans l'état chaotique de la situation actuelle. Rien ne peut être effectué sans l'aide de l'Assemblée, qui est incompétente, et l'autorité exécutive étant annihilée, il n'y a que peu de chances que leurs décrets prennent effet
quand bien même les députés seraient capables de prendre de sages décisions. Il me dit que Mirabeau décrit fort justement l'Assemblée comme une assemblée des sauvages, que sous une quinzaine de jours, l'Assemblée devra se placer sous l'autorité de Lafayette, ce qu'il a jusque-là décliné. Il affiche clairement à travers son comportement que c'est là ce qu'il souhaite au fond de son cœur. Je lui demande de quel type d'autorité il parle. Il me répond que ce serait une sorte de dictature, à la manière d'un généralissime. Il ne sait pas exactement quel sera le titre. À ce propos, je lui répète à nouveau qu'il se doit de discipliner ses troupes, et lui rappelle une ancienne question qui est de savoir si elles obéiraient à ses ordres. Il m'assure qu'elle le ferait, mais il tourne immédiatement les talons pour discuter avec une autre personne. Voilà l'exemple de l'ambition qui s'élance et se retourne sur elle-même. L'esprit de cet homme est si exalté par le pouvoir déjà bien démesuré au regard de ses compétences qu'il sonde les nuages et se saisit du commandement suprême. À partir de cet instant, chaque pas de plus dans son ascension accélérera, je crois, sa chute. Quitte cet endroit et va au Louvre. Alors, le comte de Luxembourg me raconte que l'opposition au rappel des gardes du corps dans quelques quartiers a empêché la mise à l'exécution d'un plan. Je ne lui demande pas ce qu'était ce plan, car je ne souhaite pas le savoir. Il me dit que M. de Lafayette a commis une énorme imprudence en lui déclarant, en présence de nombreuses personnes, qu'on ne pouvait l'accuser de s'y être opposé. Je conclus de ce récit que règne une grande animosité latente envers Lafayette, et tandis qu'il bâtit son château, d'autres s'emploient à miner ses fondations. Deuxième passage, samedi 26 décembre et 27 décembre, dimanche. Monsieur le frère du roi s'est rendu devant les députés de la commune et y a fait un discours pour répondre à une accusation sur sa personne se propageant depuis la veille. Faisons courir le bruit selon lequel il serait à la tête du supposé complot contre M. Bailly et M. de Lafayette. Ce matin, monsieur a fait appel au roi et demandé s'il souhaitait qu'un autre de ses frères quittât le royaume, puis a continué à se plaindre de propos calomnieux. Cette intrigue rejaillit sur Lafayette, qui a trop de petites affaires de la sorte qui planent au-dessus de sa tête. Il est ensuite décidé que monsieur devait aller en ville, etc. Alors, après dîner, je parle à Lafayette du discours de monsieur devant les députés de la commune. Il attire Short et moi dans son cabinet, nous raconte durant un long moment qu'il a eu connaissance du complot, qu'il en a suivi la piste et qu'au bout d'un certain temps a pu identifier monsieur de Favras, que l'on a trouvé chez monsieur de Favras une lettre écrite par monsieur, dont on vient parler, frère du roi, qui semblait prouver qu'il n'était que trop impliqué dans cette intrigue. Il l'a immédiatement rejoint avec cette lettre qu'il avait dérobée, révélant à monsieur que lui seul et monsieur Bailly en avaient connaissance et que par conséquent, il ne courait aucun péril. Monsieur fut fort content à cette nouvelle. Hier matin cependant, il a demandé à voir Lafayette et entouré de ses courtisans, a pris de grands airs à propos d'une note qui avait circulé la veille au soir et qu'il accusait d'être à la tête du complot. Lafayette lui a répondu qu'il ne connaissait aucun autre moyen de découvrir la vérité que celui d'offrir une récompense, ce qui a dû être fait.
monsieur a fait part de sa détermination de se rendre à la commune, et par conséquent, les préparations ont été faites pour le recevoir lors de son arrivée. Il y est venu et a prononcé le discours que nous avons lu hier, qui a été écrit par Mirabeau, dont Lafayette pense qu'il n'est qu'un pauvre gredin. Chaque homme est fidèle à lui-même. Le monde entier savait que Mirabeau était un gredin, mais c'est uniquement à cet instant que Lafayette ressent la détresse d'avoir de telles fréquentations. Je lui remémore les avertissements que je lui avais faits concernant le de Mirabeau et ajoute une information que le comte de Luxembourg souhaite que je lui communique, à savoir que Mirabeau a juré sa ruine. Je lui dis ensuite que les décisions prises par monsieur ont jeté la balle dans son camp. Monsieur s'est placé lui-même à la tête de la Révolution, place à laquelle il faut l'y conserver, car si c'était une contre-révolution organisée, monsieur s'assurerait de la protection des têtes de tous les autres contre d'éventuels dérapages. Et si la révolution était achevée, la faiblesse de ses talents le priverait naturellement de toute influence et de toute autorité. Lafayette se délecte à cette idée. Je saisis ensuite l'opportunité de lui communiquer, de lui inculquer de nouveau l'avantage d'un gouvernement dont les talents sont justes. Ce qui est fortement illustré dans le cas de M. Necker, dont la probité nous mène à tout lui pardonner. Il est convaincu, mais cela ne durera point. Son caractère tend aux intrigues, et il a besoin de s'associer à des hommes de même disposition. Au moment de partir, je lui demande s'il voit souvent le gentilhomme que je lui ai présenté. Il me répond que ce n'est pas le cas. Je mentionne néanmoins son nom, l'évêque d'Autun, ce que je n'avais pas prévu, et il me dit qu'il souhaite le nommer à la librairie royale, l'organe de censure royale avec l'abbé de Saïès sous sa direction, en guise de tremplin vers l'éducation nationale qui est le cheval de bataille de l'évêque. J'entreprends de lui faire passer cette proposition à la demande de Lafayette. Me rends au Louvre. Voilà.